Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis Alex Dacosta, animateur radio, entrepreneur, artiste, créateur et organisateur d'événements et DJ avant tout. Pendant 1 heure, je vous propose de découvrir des profils inspirants de femmes et hommes animés par une seule et même chose, la passion. Cette passion qui, malgré toutes les déceptions possibles et imaginables, nous fera aimer quelque chose plus que tout et jusqu'au bout. Notre métier, DJ. C'est bon ? La crime, ça te gêne pas? Non. Non. Ça va? Très bien. Au contraire. Non, mais c'est par rapport au sourd-bruit. Non, ça va. Non. Alors, je vais commencer avec un petit mot d'intro. Et je vais citer Charles Aznavour, qui disait je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Où il y a longtemps maintenant, à mon début de carrière de DJ, 1er juillet 98 pour moi, je pense que pour toi c'était un peu plus longtemps, j'avais une obsession, un modèle peut-être même, qui était Antoine Clamaran. C'était ça, à travers d'abord les productions que tu as sorties, qui étaient sous des noms de groupes à l'époque, et ensuite avec tout ce que tu as fait, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, très honoré de te recevoir aujourd'hui, Antoine. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ le podcast. Tu seras le dernier invité pour la première saison de ce podcast, qui se termine donc là maintenant mi-juillet. Je suis très très content de finir avec toi, vraiment, c'est vraiment particulier. Le gamin hypersensible, parce qu'aujourd'hui je suis de nouveau un gamin hypersensible que je suis. Voilà, je fais Poker Face, mais à l'intérieur c'est le carnaval de Rio, tu vois. Donc non, je suis content, vraiment content d'en arriver là aujourd'hui avec toi. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du début, le début de ta carrière. La passion, à quel moment tu te rends compte que c'est là, que ça vient, et comment ça démarre? Très vite, hein. Je devais avoir 15-16 ans. Donc pas d'ordinateur à l'époque, rien de tout ça. Pas de réseaux sociaux. Non, surtout pas, non. Et c'est dans les booms. Ouais. J'ai trouvé ma place dans les booms. J'étais ultra timide, ultra réservé. Et le fait d'être derrière le tourne-disque et enfin les platines et l'ampli. Excellent. Ouais. C'est là où je me suis senti le mieux, donc ça a commencé comme ça. Après, il y a eu la rencontre aussi d'un ami qui s'appelle Eric Hoffman. Ouais. Où on a eu la même passion en même temps à peu près. Donc avec notre argent de poche, on achetait les vinyles et puis on se les échangeait. Après, j'ai eu la chance de commencer sur une radio libre à l'époque. Ouais. Qui s'appelait Radio Hockey Service, et j'avais une émission le samedi soir en parallèle de mes études. Ok. Ça a commencé comme ça. Donc pas de mix à ce moment-là. Non, je mixais chez moi, mais je comprenais pas le fait que quand tu mets 2 disques ensemble, Okay. ça faisait un bruit infernal, tout ça. Ok. Et puis après, avec la radio, on a fait des reportages dans les boîtes de nuit parisiennes. Ok. On interviewait les DJ. Et je suis devenu ami avec un des DJ, le DJ du Whisky à Gogo. Ok. Et je suis devenu son lad jockey. Pas light, lad. Ok. C'est-à-dire que je lui rangeais les disques dans la pochette, je lui essuyais les disques, je lui sortais les disques. Il me disait ce qu'il voulait. Ok. À l'époque, il y avait encore des slows dans les clubs, donc je faisais les séries de slows. Après, j'ai fait début de soirée, fin de soirée, et parti en vacances. Le patron m'a demandé de le remplacer. J'étais pas majeur, hein, j'avais 17 ans. Et puis un jour, ça a démarré comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ses remplacements, tout ça. Après, je suis parti à l'armée, donc ça a changé beaucoup de choses. La fameuse, ouais. Ok. Et quand je suis revenu, mes parents avaient déménagé. On n'habitait plus Paris, on habitait dans la banlieue parisienne, du côté de Provins. Et à 3 kilomètres de chez nous, il y a un club qui ouvrait. Ok. Je suis allé me proposer. Et ils m'ont accepté et j'ai commencé comme ça. Musicalement, on est comment à ce moment-là? Ultra généraliste. D'accord. Ultra généraliste. Animation micro? Moi, je le faisais pas parce que j'ai jamais aimé ça. Ok. J'ai toujours adoré tout ce qui était technique, mais mes micros, j'ai jamais vraiment aimé ça. D'accord. Et non, c'était l'époque Gilbert Montagnier, tout ça, quoi. Ok, très bien. On était ultra généraliste, ouais. Ok. Et la production, ça arrive vite, je crois.
Avec Eric, toujours pareil, Kaufman. Où un jour, je vais le voir, il était dans une cave et il commence à me montrer des trucs via un ordinateur. Ouais. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et puis, il avait un sampler, un Akai. Et puis, on a commencé à bidouiller des trucs ensemble. Il y avait aussi Raymond Cazot qui était avec nous. Ouais. Et c'est là où on a fait le premier disque qui s'appelait Graph. Et c'est de là où est partie la passion de la production. Ouais. Ok, donc tu as très vite voulu fabriquer toi-même ta musique parce que tu sentais que il y avait quelque chose. Donc et après, comment est-ce que ça décolle? Parce que t'es quand même arrivé à un niveau supersonique. Donc après, donc d'abord tu es résident, tu es DJ résident. Beaucoup. Ok, donc ça c'est intéressant déjà pour ceux qui nous écoutent, qui sont aujourd'hui résidents et qui se disent on ne peut réussir que quand on est guest. Ben, on démarre que quand on réussit que quand on est guest. Ça a vraiment changé. Enfin. Je prends toujours cet exemple, c'est les résidents devenaient guests. Aujourd'hui, les producteurs deviennent guests. Ouais, d'accord. Il y a très peu de résidents qui deviennent guests. S'ils ont pas dans leur cartable les cahiers de production, c'est à mon avis c'est un vrai concept qui vient faire la différence. Un vrai concept, ouais. Mais et pour vraiment exploser à l'international, si tu t'appuies pas sur un support de disque, à mon avis, ça marche pas. Et après, comment ça décolle? Bah, ça décolle. Déjà, j'ai vachement roulé ma bosse dans beaucoup de clubs de province. Ok. Je suis tombé dans un groupe qui s'appelait le Stylis en Bourgogne, où je suis resté très 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 longtemps. À Rouvray. La maison mère était Rouvray, mais il y a eu Dijon, Bar-sur-Seine et Mâcon, à côté de Mâcon là par là. Je faisais toutes les ouvertures à chaque fois de ces clubs. D'accord. Et puis j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui est devenu directeur alors à l'époque c'était du Palace. Ok. À Paris du coup. À Paris. Ok. Et musicalement, je me rapprochais plus de tout ce qui se faisait à l'époque dans le milieu gay que dans le milieu hétéro. Ok. Parce que j'ai toujours été ultra fan de disco. Et au moment où la house est arrivée, tout de suite, moi, je me suis emboîté là-dedans. Ok. C'est devenu tout de suite ma musique. Et un jour, donc, il m'a fait rentrer en tant que DJ au Palace, mais pour le Getty Dance, c'était le dimanche après-midi de 17h à 22h. Et on était 4. Il y avait Garnier, Guetta, moi et un autre gars. Ça va. Ouais, c'était bien. À l'époque, c'était rigolo. C'est les Avengers. Aujourd'hui, ça serait les Avengers du mix, mais belle carrière tous. Ouais. Et petit à petit, eux ont pris des chemins différents et moi, j'ai pris la résidence tous les dimanches. Ok. Et près du Palace, je suis passé au Queen. Ouais. J'ai fait les deux pendant longtemps. Ok. J'ai été résident du Palace le week-end. Après, j'étais résident du Queen le week-end aussi. Et au moment où j'arrive au Queen, quelques temps après, peut-être 6-7 ans après, c'est là où je décide de signer les disques qu'on faisait sous mon nom, et c'est là où ça explose, quoi. Ouais, parce que j'ai un peu bossé quand même, donc j'ai vu dans une autre interview que tu disais qu'au début, les DJ n'assumaient pas le fait d'être producteurs, ils mettaient pas leur nom sur la pochette. Non, et le premier qui a fait ça, c'est Armand Van Helden. Un des premiers, ouais. Un des premiers, et donc tu t'es inspiré de ça pour et c'est au moment où tu mets ton nom. Le plus bel exemple, c'est Eric Mormorio, où moi j'ai toujours été ultra fan de ce DJ-là. Bien sûr. Techniquement, je trouvais que c'était un des meilleurs au monde. Et c'est lui qui fait I Like Move It Move It. Ouais. Le Reel to Reel. Mais il s'appelle pas Eric Mormorio. Ouais. Et Armand Van Helden avec le You Don't Know Me, c'est un des premiers qui a mis son nom et qui a assumé la musique en fin de compte. Ouais, il y a un tournant à ce moment-là, alors je pense. Pour moi c'est ça. Et donc ce tournant-là, et c'est le retour de soirée que j'avais fait à Tahiti avec le Queen, où je me retrouve dans le décalage horaire, à pas pouvoir dormir, et je passe des journées, des nuits, et des matinées, des soirées dans mon studio, et c'est là où je fais les premiers disques que je vais signer sous mon nom, c'est-à-dire Get Up, Do the Funk, tout ça. Incroyable. Tous les univers EP, tout ça. Ok. Et donc le Queen, ça
ça t'a quand même fait une belle vitrine. Ouais. Ça t'a fait amener, donc de ce que je comprends un peu, ça t'a amené à Tahiti, donc c'est quand même une belle opportunité. Et après, tu démarres guest en même temps à ce moment-là où j'étais résident du Queen et je faisais guest en même temps. Ouais. Et donc DJ, producteur, et tout se passe bien. Et comment on arrive comment je vais dire ça? Est-ce que tu sens à un moment donné que tu arrives au sommet de quelque chose? Parce que tu commences bien plus tard, mais okay. Mais après il y a un moment donné où je me suis rendu compte, j'avais tellement de demandes pour jouer en guest que j'ai dû arrêter le Queen. Ok. Bon, ça a été vraiment un crève-cœur. Ouais. Ouais, surtout les soirées du dimanche soir, qui étaient des soirées particulières parce que c'était absolutely fabulous. Les gens avec qui j'étais étaient fantastiques. Ok. Galia, tout ça, c'était vraiment, ça a été pendant quelques temps la plus grosse soirée du Queen avec le disco. Ouais. Et je commençais musicalement là où s'arrêtait le disco, vers début des années 80. Et la soirée, le thème, c'était début des années 80 jusqu'à maintenant. Ok. Où plus on rentrait dans la nuit, et plus j'arrivais à des sonorités actuelles. Et tu produisais des morceaux pour les jouer dans tes sets? Pas dans ces sets-là. Ok. Donc toutes les prods que tu faisais, c'était pour jouer dans tes sets en guest. Quand j'étais résident le week-end, je jouais pas cette musique-là. Okay. Donc c'était plus pour jouer ma musique que je produisais les titres à l'époque, quoi. Donc tu jouais vraiment la musique des autres à ce moment-là quand tu étais résident du Queen. Ouais, okay. En grande partie, ouais. DJ, producteur, fan de foot? Ouais. Beaucoup? Beaucoup. Beaucoup moins. Comme moi, je dis beaucoup trop. Ma femme me le dit tout le temps. Beaucoup trop. Non, parce que moi j'ai toujours été stéphanois. Ok. Je suis né à Paris, pourtant, mais j'ai toujours aimé Saint-Étienne. D'accord. Moi, je regarde que Saint-Étienne. D'accord. Et que l'équipe de France. Okay. Le reste, je regarde pas. Ça m'intéresse pas. D'accord. S'il y a un match incroyable, oui. Je sais pas, Manchester City Barcelone ou PSG Barcelone, là je vais regarder pour l'amour du foot. Mais sinon pour la passion, je regarde que l'équipe de France ou Saint-Étienne. Et donc l'apogée, est-ce que l'apogée de ta carrière c'est quand tu mixes à Geoffroy Guichard? Ouais. Non, c'est pas l'apogée. C'est un objectif peut-être. Ouais. C'est surtout un kiff monstrueux, énorme quoi. Enfin, j'ai fait le Stade de France pour des finales de Coupe de France, tout ça et tout, mais c'était pas Saint-Étienne, Mais quand je mixe à Geoffroy Guichard, pour moi, je dis toujours, j'ai joué à Geoffroy Guichard. Ouais. T'as joué à Saint-Étienne. J'ai joué à Geoffroy Guichard avec le double sens. Oui, bien sûr. J'aurais bien aimé jouer sur le carré vert, mais après tu sais que tu vas pas faire danser les gens. Ouais. C'est juste tu crées une ambiance quoi. Mais c'est le kiff d'y être. On est là. Ah ouais, non, on est là. Je l'ai fait 2 fois. C'était incroyable. Quoi. C'était incroyable. Et je crois que c'est une des fois où j'ai le plus le trac. Ah oui, carrément. Ah vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas fait dans ta carrière de DJ que tu regretterais? Est-ce qu'il y a un club dans lequel tu aurais aimé jouer ou un événement? Alors, je sais que maintenant il y a la grande mode des festivals un peu partout. Avant, il n'existait pas. Ça aurait été bien. Du coup, on aurait... J'en ai fait. Pas de cette taille-là, mais j'en ai fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, ça j'aurais bien aimé faire, ou ça j'aimerais bien faire? Tu as peut-être encore des objectifs et ce serait bien. Tomorrowland Main Stage. Ok. Ouais. J'aimerais bien. Juste pour voir. Le plus petit. Ce que c'est. Ouais, tant qu'à faire, chercher le plus gros. C'est vrai. Ou Ultra Miami. Ouais. L'Ultra à Miami, ouais. Vraiment, un peu plus peut-être dans la mouvance house. Donc aujourd'hui, tu es toujours donc tu produis toujours, tu as sorti un titre il y a pas longtemps en plus. Ouais. Toujours avec cet esprit un peu house. Ouais. Est-ce que maintenant j'ai vu que tu as relancé le label que tu avais créé à l'époque, Polymusique. Alors j'ai vu sur Wikipédia avec 19 labels sur Polymusique. Le Polymusique, à 19 labels, là on en a ressorti que quelques-uns. Ok. Et le décès de Laurent a été terrible pour moi. Ok. Pour ceux qui le connaissent pas, donc Laurent je l'ai rencontré en 92. Ok. Toute ma carrière musicale je l'ai faite avec lui. D'accord. Donc Laurent qui était ton binôme en studio ou plus sur le business? Non, surtout. Surtout, ok. Surtout.
J'ai une grande famille parce que j'ai 3 frères et une sœur. Et Laurent, c'est le frère que j'ai pas eu, quoi. D'accord. C'était plus qu'un ami, c'était Laurent, quoi. Ok. Je passais des heures et des heures au téléphone avec lui parce que Laurent habite à Auxerre. Ok. Et c'est avec lui que j'ai créé tous mes tubes. Ok. C'est avec lui que j'ai créé Pouli Music, c'est avec lui que j'ai créé à l'époque For DJs, qui était un des premiers sites de download, bon, qui a pas continué, mais Ouais. on a rivalisé pendant pas mal de temps avec Beatport. À la vente alors du coup. Ouais, Ok. ouais, à la vente, ouais. Enfin, c'est avec lui que j'ai fait ma vie musicale, quoi. Ok. Et donc 19 labels. Incroyable. Donc avec des labels comme Fine-Tunes ou alors Congo, au Congo, qui était moi la référence. Ouais. Donc tu es amateur de tribal? Ouais, beaucoup. Bah, par mes origines, hein. Ok. J'ai toujours aimé toutes ces sonorités un peu tribales, tout ce qui était percu, tout ça, j'ai toujours adoré. Et avec Quand j'allais dans les concerts, j'attendais qu'un seul truc, c'était le solo de batterie. Excellent. Excellent. Et donc avec un lien particulier avec l'Amérique du Sud, ce que j'ai compris un petit peu. C'est l'Amérique du Sud, enfin surtout la Colombie. C'est vraiment une histoire d'amour, quoi. Ok. C'est une histoire incroyable. Il m'est arrivé des choses incroyables. Ouais. Et la première date que je fais, c'est en 2002, en février 2002. Ouais, je crois que c'est février, mais 2002, je suis sûr. Et ma mère veut pas que j'y aille, quoi. Ok. Ma mère, elle appelle mon agent à l'époque, qui était celui qui s'occupe de David maintenant, là, Jean-Guy, et elle lui dit, bah, pas question, quoi. Et donc, elle impose à Jean-Guy des gardes du corps. D'accord. Pourquoi? Bah, on est en 2002. À cause des narcos? 2002, ok, Colombie. Ok, ouais. Ouais, c'est chaud. Alors, en 2002, quand j'y suis allé, c'était pas chaud du tout. Ok. Mais on a, nous, l'image. Mais oui, bien sûr, D'un pays ultra chaud et tout, mais ouais. c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. La Colombie, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, là, il y a tout un tas de films qui ressortent parlant des narcos. Alors, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Oui, bien sûr. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Et donc, j'y vais, et là, ça a été le coup de foudre, quoi. C'était incroyable, quoi. La Colombie, c'est surtout certainement un des pays les plus riches artistiquement au niveau des artistes. Moi qui suis dans le latino, je peux te dire, citer un nombre incalculable d'artistes colombiens qui sont dans le top 10 depuis... Shakira. Il y a Shakira, aujourd'hui on a Maluma, Elvis Crespo, Suavemente, enfin, Suavemente c'est 25 ans de tube, quoi. Voilà. Et donc, Colombie, toute l'Amérique du Sud quand même. Ouais, j'ai tourné beaucoup en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Est-ce que c'est des productions tribales? Est-ce que là c'est la prod? Est-ce que c'est la prod? Quel titre t'emmène là-bas? Non, c'est toute la période. Get Up, tous les univers EP, les Watt, tout ça. Get Up. Est-ce que tu pourrais faire une réédition de Get Up, s'il te plaît? C'est prévu. Ah ouais, il faut. Ça va sortir là, et ça va sortir sur le label de Woo. Je sais pas si tu connais ce groupe-là. Non. WH0. Ok, ouais. C'est des Anglais. C'est ceux qu'on fait le dernier avec Guetta, là, le Jackback. Et ils m'ont demandé pour le refaire. Ils ont fait un remix. Moi, j'ai fait un remaster, réédit, on va dire, un rework. Et là, c'est prévu. Là, ça va sortir là. Ouais. Et donc, tu fais toute l'Amérique du Sud. Tu vas beaucoup, sans parler espagnol. Non, je parle pas du tout espagnol. Et ça se passe bien. Ouais. On va parler d'autres choses après où tu vas voir que je parle pas du tout espagnol. Mais pas du tout. D'accord. Non, mais c'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Après, ça prouve que, voilà, là-bas, ils ont la culture de la musique, ils ont la culture artistique et ils aiment ça. Hein. C'est une fille qui m'amène là-bas, qui est toujours mon agent là-bas. S'appelle Alexa, qui est une DJ. Et c'est elle qui me fait venir la première fois. C'est elle qui prend la responsabilité de me faire venir, tout ça. Et à chaque fois, c'était incroyable, quoi. J'ai fait des choses là-bas, mais vraiment incroyable, quoi. Du petit club. Ouais. Où il y a un feu incroyable, jusqu'à la grosse scène où t'es devant 30 000 personnes, quoi. Ok. DJ, producteur. Est-ce qu'on peut dire agent immobilier ou pas? Presque. Parce que pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, donc tu as diversifié tes activités. Parce que c'est vrai que je prône toujours le fait que il faut se diversifier pour sûrement durer dans ce métier-là. Et aujourd'hui, tu t'es lancé dans un business particulier, on peut le dire, qui est la création et la location de studios.
De musique. De musique à Paris, oui, pas de studio où on se... Et de studio de musique à Paris, comment ça vient tout ça? Ça vient ici, là où on est, là, dans mon studio. Où à l'époque j'étais en dessous, là, dans les studios du dessous, et à chaque fois que les gars venaient me voir, ça n'existait pas. Hein. Ils me disaient, ton studio il est super. Si t'en fais un autre, dis-le moi et puis je le loue. Donc j'en ai fait un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. Donc ici il y en a 5, là où on est. Et puis après, avec la rencontre de Greg que je connaissais déjà en tant qu'artiste, parce que Greg Klossman, parce qu'il signait sur mon label. Greg m'appelle, il me dit ouais, j'ai trouvé un super local, si tu veux on fait des studios. Qui sont à Saint-Ouen, ça s'appelle Agora Studio, et là-bas on en a fait 6. Donc maintenant il y en a 8 puisqu'on en a construit d'autres depuis. Après j'entends parler que les studios 16-18 sont à vendre, donc je les rachète. Il y en a 9. Et puis moi j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris où il y avait un des plus gros studios de musique où moi je passais devant étant gamin. Où tous les plus grands ont enregistré là-bas, de Gainsbourg, Rolling Stone à Cure, enfin Lenny Kravitz, tout le monde. Et il y a eu un appel d'offres pour reprendre Plus 30, parce que le studio s'appelle Studio Plus 30, et j'ai gagné l'appel d'offres, et là-haut il y en a 13. Donc on en a combien au total? 37. 37 studios de musique, et tu as les studios photos aussi, je crois. Ouais, j'ai 3 studios photos. Ouais. Que tu loues aussi à des photographes? Des marques. Des marques. Là c'est du journalier. Hein, Alors les studios de musique, je loue des pièces vides, insonorisées, traitées acoustiquement. Il n'y a pas le matos dedans. Climatisé? Oui, climatisé, internet, tout ça. Mais c'est une pièce en plus de chez soi, quoi. Enfin. D'accord. C'est le mètre carré à Paris est tellement cher et c'est tellement difficile. Et avoir un endroit insonorisé où tu peux faire le bruit que tu veux. Clairement. Enfin, quand ça reste raisonnable, bien sûr, parce que si tu mets des enceintes de concert, ça va pas aller. Bien sûr. Mais ça existait pas. Enfin, ça existait. J'ai des concurrents, mais voilà, il y en a pas non plus énormément. Il y a tellement d'artistes à Paris de toute façon que tu as principalement des producteurs donc qui sont chez toi ou il y a des gens qui enregistrent aussi des voix. Tout. Est-ce qu'il y a de la dispo en ce moment? Non. non, je suis sur liste d'attente. Très bien. On peut retrouver. T'as un site ou si jamais quelqu'un vous souhaite. Non, j'ai jamais voulu faire de site. C'est tout tout le bouche à oreille. Parfait. Bouche à oreille. Et maintenant, est-ce que quel est maintenant le plan pour continuer? Est-ce que tu as des projets en cours, musicalement, des tournées pour l'été? Ouais. Comment tu te situes? J'ai pas franchement de plan. Juste avant le Covid. J'en avais marre de tourner. Alors je sais qu'il y en a plein. Je comprends. Les cinglés. C'est pas trop c'est pas les soirées. C'est surtout les voyages. On connaît bien ça. C'est quand tu fais des petits voyages où tu vas dans le sud de la France, tout ça, ça va. Mais quand t'es dans jet lag presque tout le temps, dans nous on appelle ça les paniers. Dans les paniers de DJ, si tu veux, moi j'étais pas dans le panier où j'avais le jet privé tout le temps. Pareil, je l'ai quelques fois. Moi je suis dans le panier dans le chapeau D, moi, tu sais, dans la Ligue des Champions. Chapeau D, hein. Chapeau A, B, C, D. Et alors non, j'étais privilégié parce que j'avais des conditions de voyage qui étaient quand même super cool avec la business ou des choses. Bien sûr. Mais ça reste quand même ultra fatigant. Bien sûr. La solitude est ultra pesante. Tu tournes tout seul du coup. J'ai eu longtemps quelqu'un avec moi, mais à la fin, je le connaissais mieux qu'il se connaissait lui-même, quoi. Je savais ce qu'il allait manger, ce qu'il allait lire, donc. D'accord. C'est un peu comme le vieux couple, tu sais, au bout de 50 ans où t'arrives à table et tu te parles plus, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc après, lui, il a pris une autre direction. Et puis j'ai continué à tourner tout seul, mais l'ensemble du tour en fin de compte faisait que entre les voyages, j'étais tout le temps parti de chez moi, tout ça, je sentais que il fallait que je fasse un break. Donc j'ai arrêté juste avant le Covid. Le décès de Laurent était terrible à vivre aussi. Le Covid aussi était terrible. Bon, je suis descendu j'ai une maison à côté de Toulouse, donc je suis descendu me confiner là-bas. Ce qui était cool quand même, mais le fait comme ça d'être mis à l'écart de tout, moi ça m'a perturbé, quoi. D'accord.
Et je m'occupais plus des studios ou très peu quoi. Ok. J'avais plus ce contact tous les jours où je fais le tour des studios, ou tous les 2 jours je fais le tour des studios, je vais voir ce qui se passe, si tout Ok. va bien, tout ça. T'en as pas profité pour produire du coup. Ah non, je suis parti, j'ai juste avec mon ordi, mais j'ai rien fait. D'accord. J'ai jardiné pendant 2 mois. Ah parfait. Très bon ça. C'est Ça doit être clean maintenant chez toi. c'était une anecdote, j'avais raconté à Joachim là pour un événement qu'il avait fait. J'ai acheté une tronçonneuse, j'ai acheté Ok. des broussailleuses. Ça change des synthés, Ah ouais, des ouais, claviers, ouais, des choses ouais. comme ça. Et quand je suis revenu, ça m'a pas manqué. Ok. Donc ça c'est. Et quand je revenais au studio, j'avais un peu mais je pense que c'est dû à la mort de Laurent, j'avais un peu le syndrome de la page blanche. Ok. C'est-à-dire que, voilà, j'y arrivais pas. Il y a plus de sens. Non. Et je voulais pas forcer. Et puis petit à petit, j'ai recommencé à faire des petits bouts et des petits bouts de trucs. Je posais des idées comme ça dans des sessions. Et je me suis retrouvé avec 60 titres en réserve à peu près. Ah oui, d'accord. Et l'année dernière, je me suis dit c'est un peu con quand même de laisser ça comme ça. Bien sûr. Autant le faire partager et que les gens écoutent un peu ce que je fais maintenant. Donc j'ai décidé de ressortir les trucs. En mémoire de Laurent, je voulais pas que les labels meurent non plus. Ok. Donc avec des gens qui l'ont connu comme Julien, Jérôme, tout ça, on a décidé de ressortir le label. Ouais, très bien. Et Rio aussi. Et voilà, depuis octobre de l'année dernière, on a remis tout ça en route. Est-ce que tu filmes est-ce que tu es à l'écoute de jeunes producteurs? Ouais, ouais. C'est l'essence même du label. Ok. On peut t'envoyer on peut t'envoyer des démos, tu les écoutes. Ouais, ouais, absolument. Ok. Ouais. Ouais. Et donc il y a un autre projet parallèle qui s'appelle Aquasingas, Ouais. ok. Non espagnol. Oh non. Oui, je sais pourquoi. Moi, j'ai travaillé, donc je sais pourquoi tu l'as tu l'as appelé comme ça. Donc je voudrais bien que tu le racontes, s'il te plaît, parce que c'est très drôle. C'est la période après Gold, Reach for the Star, Live Your Dream, tout ça. Ouais. Très commercial. Ouais. Mais c'était un vrai choix à ce moment-là. Ouais. Parce que dans les années 80, moi j'étais fan des producteurs Stock Aitken and Waterman. Ok. C'est ceux qu'on fait Rick Astley, Kelly Minogue, tout ça. Ouais. Les petits quoi. Et avec Sandy, parce que c'est la rencontre de Sandy. Moi j'ai jamais été très fort pour faire des titres avec des voix. Ouais. Ok. Tous les premiers titres que j'ai faits, Oui. les Release Yourself, tout ça, où Loulou elle chante, c'est Joe qui me faisait les mix avec les voix. Ok. Joachim Garraud. Et là, je rencontre Sandy, on se connaissait via Flex, que tu connais. Ouais. DJ Flex. Et je lui dis, voilà, moi j'adore Stock Aitken Waterman, j'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait au niveau de la prod. C'était à l'époque très commercial, mais moi je les ai joués, donc pas de problème. Et je lui dis, j'aimerais bien faire ça, mais un peu avec les sonorités de maintenant, en faisant des petites allusions dans les rythmiques, dans les choses comme ça. Et il m'a dit, ok, on y va, on le fait. Et c'était à côté, hein, on s'est vu au café à côté, ça s'est décidé sur coin de table. sur un coin de table de café. Ok. Mais c'est souvent comme ça, les histoires. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je fais une petite parenthèse, République a commencé comme ça. D'accord, ok. Donc République était un collectif de DJ français. Ok, ouais. C'était avant ou après la Swedish? Ou avant? Après la Swedish. Après, ouais. Ça s'est inspiré de là? Pas du tout. Ok. Non. Bah non, parce qu'on est 5, ils étaient 3. Ouais, mais je veux dire, le regroupement, moi je trouve ça excellent, hein. Donc ouais. je dis, je prône, moi je vis un peu dans le monde des bisounours où je crois que tout le monde veut bosser avec tout le monde, enfin bon bref. Non. Mais je trouve ça génial de s'être rassemblés pour créer un projet, c'est vraiment... Ça s'est fait à Miami. Ok. Pendant la Winter Music Conference. Ok. Où on était, je crois que c'était au National, l'hôtel National, et je sais plus qui mixait derrière nous. Je crois on était à la soirée d'effectifs ou quelque chose comme ça. Et on se retrouve tous à boire un coup. Ok. Il y en a un qui est pas venu avec nous parce que normalement on aurait dû être 6. Ok. Et il a dit non, moi j'habite trop loin, ça va être trop compliqué. On pourra pas savoir qui c'est. Si. C'est Sébastien Drum. Ok. Qui est pour moi à l'époque où on décide de faire ça, l'un des meilleurs DJ français. Très chaud, techniquement. Très chaud, ouais. Il est lourd. Très chaud. Et on décide de faire ce projet-là. On n'a pas de nom, on sait pas ce qu'on veut faire, tout ça. Donc République, c'est Antoine Clamaran, Grégory Klossman, Tristan Garner, Sébastien Bennett, ok, et Michael Canitro. Ok. Et on se revoit à Paris. Un resto, et c'est là où on trouve le nom de République. Je crois même que c'est Tristan qui avait trouvé le nom.
de République, et on lance le truc, et ça a été carton, mais monstrueux. C'était monstrueux, quoi. Ouais. Et moi, j'ai toujours été dans le partage. J'ai toujours aimé partager les émotions avec. Ça a été longtemps avec Laurent. Ouais. Ça a été avec Sandy. Ça a été avec plein de gens comme ça. Mais là, c'était vraiment très spécial, quoi. En plus, moi, j'étais un peu le doyen de tout ça. Ouais. Donc c'est un peu moi qui calmais, qui calmait les ardeurs de tous ces petits jeunes tout fouillés. Chaud. Ouais. Ah ouais, c'était chaud. C'était vraiment chaud, quoi. Mais tous très forts, et tellement de talent que comment tu veux canaliser tellement de talent, c'est très compliqué. Et du coup, on faisait les sessions tous ensemble en studio, on faisait les titres en studio tous ensemble, voilà. Et des scènes tous ensemble. Ouais. On a fait pas mal de dates pendant 2 ans, ça a duré 2 ans. Ok. Et puis ça a été comme quand tu rencontres quelqu'un et que c'est un coup de foot, quoi. À un moment donné, le truc a passé, chacun a voulu reprendre un peu sa carrière perso. Ouais, ok. Parce que République prenait beaucoup de temps à tout le monde. Ok. Et puis Seb est parti aux États-Unis. Greg, je sais plus ce qu'il a fait. Bon, voilà. Après, on se quitte bons amis et tout ça se passe bien. C'est une belle aventure à vivre et donc moi j'étais en contrat avec Sony par rapport à l'album Gold. Ok. Un contrat un peu serré. Ok. Et un des moyens que j'avais pour faire une autre musique que celle de Gold, c'était que mon nom soit associé ou à un nom de DJ ou à un pseudo. D'accord. Et j'ai longtemps cherché le pseudo et ma femme m'a dit, je sais pas, parce que je voulais que ça sonne un peu espagnol, puis ça savait pas les sonorités un peu percus, tout ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu connais en espagnol, quel mot tu connais? C'est bien. Et à part Ramon, voilà, il y a Aguasingas. Voilà. Et j'ai décidé que ça s'appelait Aguasingas. Et là, tu t'exprimes, tu fais ce que tu veux vraiment musicalement. Au moment où je crée Aguasingas, il y a un autre pari. C'est que je veux voir à ce moment-là, on est à peu près en 2014, si tu sors de nulle part, parce qu'au début, personne savait que c'était moi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu vas dire. Si en 2014, en sortant de nulle part, sans savoir qui est derrière, tu peux réussir ou pas. Et oui. Ok. Ouais. Bon, après, j'avais la technique, je savais faire des titres, tout ça. Donc les trucs sonnaient, c'est pas t'envoies une démo avec un petit ordi où ça sonne pas, quoi. Ouais. Est-ce que ça a été dur quand même le début? Ah ouais, j'ai pris des râteaux. T'as pris des portes, ok, quand même. Ok. Mais c'est important de le dire parce que ceux qui vont écouter vont dire de toute façon c'est Antoine Clamaran, donc forcément ça marche. Non, tu vois, donc tu es arrivé totalement anonymement. Tu envoyais des produits, des projets. C'est même pas moi qui les envoyais, je les ai envoyés par un pote. Ok. Faut pas qu'on comprenne l'histoire du. T'as vraiment voulu faire un peu comme Rocky, tu sais, quand il perd contre le Russe et qu'il retourne dans sa. Ouais, c'est ça. Repartir de zéro anonymement. Et j'adorais le challenge en tout cas. C'est louable pour toi parce que c'est pas évident. Quand tu as atteint quand même un certain niveau, t'as un confort, tu te dis bon, tout ce que t'envoies, tout le monde, excuse-moi de l'expression, se tape le cul par terre. Donc du coup, tu repars de zéro. Donc je trouve ça cool. Il y en a qui m'ont grillé. Ok. Parce que j'ai une sonorité. T'as la patte quand même, oui, bien sûr. Hein. Ouais. Surtout sur les trucs tribal. Ouais, bien sûr. Ouais. Là, je me suis fait un peu griller, non, à 90%, non. T'aurais pu dire, j'ai fait des arrangements, un truc comme ça serait passé, peut-être. Ouais. Mais, et puis après, le contrat de Sony s'est arrêté, donc on a levé. Donc là, le Aquasingas est terminé? Enfin, où tu continues à sortir des choses là-dessus? Aujourd'hui? Oui. Aquasingas est devenu un label. Ok, carrément. Ok. C'est un des labels de Cool. Donc après, tu produis donc des artistes là-dessus. Oui, enfin là pour l'instant on est en train de sortir tout ce que j'ai fait depuis. Ok, d'accord. Depuis ces années-là, là. Ok. Où je suis resté dans mon studio à faire des petits bouts. Là, je les ai finis. Ok. Les petits bouts sont devenus des titres. Top. Mais non, mais Aguasingas, c'est vraiment une belle expérience, quoi. C'est vraiment une très belle expérience. Ah bah oui, je te crois. C'est inspirant et je pense que c'est l'essence même en fait de ce métier-là. C'est quand se remettre en question, c'est dur, c'est pas évident, c'est compliqué. Repartir de zéro, c'est encore plus dur. Toi, t'as réussi à le faire à un moment où t'étais arrivé au top. Repartir de zéro, c'est pas évident parce que tu te dis bon bah, j'ai parcouru tellement de choses, maintenant j'ai plus envie de recommencer, donc c'est louable pour toi. De toute façon, t'avais pas le choix parce que Sony te bloquait vis-à-vis du contrat. Bah c'est pas qui me bloquait, c'est le deal. C'est mes responsabilités. Ouais. J'ai signé un contrat. Bien sûr. Je respecte ce contrat. Bien sûr. Mais c'était une belle expérience, ouais, de repartir comme ça. Le plus dur, c'est quand les mecs voulaient booker Aguasingas. Parce que du coup, bon, tu fais des top beatport et tout ça. Ouais.
les gars, ils envoyaient les mails, oui, on voudrait booker, mais tu sais, tu te bookes un jeune artiste, quoi, parce qu'ils savent pas qui est derrière. Donc en termes de cachet, ça rentrait pas, on voulait pas dire qui j'étais, tu vois. Donc c'était t'aurais pu envoyer quelqu'un. Ah non, j'aime pas. Ouais, ça, je sais que ça se fait, mais ça, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Quel est ton regard par rapport à la jeune génération aujourd'hui de DJ producteurs? Bah, déjà, je trouve qu'il y a une génération qui s'est loupée. Parce qu'on a eu une génération à un moment donné de très très gros talents. Ouais. Je pense à Arnaud Cos, Norman Doré, où je m'attendais vraiment à ce que ça pète, mais que ça pète, quoi. Ouais. Au même titre que Chris, David, Martin, tout ça, quoi. Okay. Et je pensais que ça allait être eux qui allaient nous pousser dehors. Ok. Vraiment. Là, profondément. Et le truc s'est essoufflé. Tristan, qui est un producteur de folie. Tristan Garnat. Même Greg, hein. Ouais, même Greg. Non, mais bien sûr, même Greg. Mais moi, j'ai toujours été plus Tristan que Greg. Ok. En termes de prod, hein. Très bien, je parle. Okay. Et puis maintenant, oui, mais c'est ce que je te disais, c'est pas des DJ qui deviennent producteurs, c'est des producteurs qui deviennent DJ. Ouais. Et cette démarche, je suis moins sensible à cette démarche-là, même si je la comprends. Okay. Mais c'est pas trop dans ce qui m'est arrivé, dans ceux que j'ai aidés. J'ai sorti les premiers titres de Vol, Vendetta, dans les labels, hein. J'étais associé avec Martin sur le label Ponzo Positivo avec Claude Monet, tu vois. Mais c'est des DJ qui devenaient producteurs. Ok. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais, aujourd'hui, c'est l'inverse. Et le premier que j'ai vu, et qui était dans mon âge, parce que j'ai eu une agence de booking à un moment donné, et qui est venu d'ailleurs ici, c'est Avicii. Ouais, ok. C'est petit jeune qui démarre. Ouais. Bah oui, au départ, c'est ça. Oui, bien sûr. Je crois qu'il a 17 ans. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est un producteur. Il est pas du tout DJ, quoi. Ok. Et c'est un des premiers comme ça qui a basculé. Il venait là quand il faisait des dates en France pour mixer, c'était belle histoire. Ah ouais. La fin est plus triste, mais c'est une belle histoire. Et les réseaux sociaux, comment tu vis ça? Très mal. Ok. Mais parce qu'aujourd'hui, tu sais que ça devient important. Ouais. J'ai presque envie de dire essentiel, mais ouais, tu peux le dire. Mais c'est vrai que c'est important. Moi, je suis de la génération où je suis un peu entre deux, tu vois. Donc toi, t'es un peu avant encore. Donc on vit ça difficilement. Est-ce que t'as un community manager? Est-ce que tu as quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux quand même? Ok. Qui maintenant qui t'aide là-dessus. Et c'est quoi ton regard un peu là-dessus? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est hyper simple en vrai de se booker ou de démarcher, puisque tu as juste à envoyer un mail à un directeur artistique, si tu fais quelques recherches, tu trouves vite les contacts. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand t'as commencé à te booker les premières dates en guest, c'était moins évident. Ouais. Des fois je réfléchis, je me dis mais comment on faisait avant, quoi, tu vois. Et au téléphone, fax, le courrier. Fax, ouais. Voilà. Bon, les mails aussi, quand même. Ouais. Mais avant pigeons. Quelques pigeons, courrier ou des fax ou le magazine de la discothèque ou je ne sais guère, tu vois, ou les salons, il y avait des salons aussi avant. Tu rencontrais quelques bookers, mais ouais, c'est quoi ton regard un peu sur la génération réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves ça bien, pas bien? Est-ce que tu t'y intéresses pas ou Ah, mais après, moi, je suis pas très fan de tout ça parce que je fais partie de ces gens pour vivre en caché. Donc, d'accord. Mais les réseaux sociaux, c'est l'inverse de ça, quoi. Je comprends pas les mecs qui prennent des photos de ce qu'ils bouffent. Enfin, tu vois, pour moi, c'est d'une débilité. Bon, heureusement que je le fais pas. Tant mieux. Ouais, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas le réflexe, donc. Mais tu vois, je veux bien rentrer dans le jeu et par mon métier montrer ce que je fais en tant que DJ. Ouais. Mais dans ma vie, si ce n'est 2-3 trucs que je trouve un peu rigolo, mais je peux pas le concevoir, c'est pas possible. C'est quoi ta plus grande peur? Professionnel ou? Ouais, professionnel ou personnel, comme tu veux. Bah, qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Ok. Et est-ce que t'as des rituels avant soirée, avant mix? Donc là, est-ce que tu fais encore des dates en ce moment? Ouais, j'en fais. J'en prends pas beaucoup.
Ok. J'en prends une par mois environ. Ok. Parce que je veux pas retomber dans le créneau du truc de partir tout le temps, tout ça. D'accord. J'ai pas envie. Je sais pas si à l'avenir je recommencerai à avoir envie de tout ça, mais aujourd'hui j'en ai pas envie. Ok. Donc je le fais pas. J'ai beaucoup aussi de travail, donc quand je pars longtemps, bah quand je reviens en termes de gestion, je suis débordé. Ouais, je connais bien. Euh, Est-ce que t'avais avant, à l'époque, des rituels d'avant-soirée? Pas vraiment. Petite sieste? Ouais. Et surtout quand tu te prends le décalage horaire. J'essaye de manger toujours 2 heures avant. Ok. Pour Ok. avoir un maximum d'énergie. Mais non, pas vraiment. Ok. Non. C'est quoi la plus grande dinguerie qui t'est arrivée alors une dinguerie, un truc de fou, ou alors un truc moyen? En tant que DJ, c'était au Canada. Ça devait être à Calgary. Ok. Le gars, il m'a oublié. C'est pas vrai. Ah, si. C'est ça. Oublié ou? Oublié. Ouverture d'un after. Ok. Un truc commençait en plus à 6 heures du matin. Ok. Équipe de jour, quoi. Ouais. Et j'étais en tournée au Canada. J'avais fait Québec, tout ça et tout, Toronto. Et sur la dernière date, le mec, 5h30, je vois. Si dans les rituels, j'aime bien arriver tout le temps 1 heure avant de commencer. Ok. Voilà. Si. Parce Ok. que j'aime bien m'imprégner du truc, voir ce que l'autre d'avant joue, si Bien c'est sûr. un résident Ouais. ou tu vois, pas arriver comme ça et imposer quelque chose ou essayer quand même que ça colle un peu avec ce qui se passait avant, si c'est possible. Ouais. Et donc là, je lui avais donné rendez-vous à 5 heures. Le club était pas très loin. Hein. Plus de nuit, circulation, il y en a pas. Pardon, je ris, excusez-moi. Et ouais, non, mais ça m'a Non, mais beaucoup fait rire. j'imagine. Et 5h30, donc je l'appelle, répond pas. Ouais, bah oui. 6 heures, mec, voilà. Et il m'a appelé, il devait être 7h15, un truc comme ça. Sauf que moi, j'étais remonté, j'étais couché. Et je lui ai dit, bah non, c'est trop tard, quoi. Enfin, Ok. voilà. Le gars t'a oublié, quoi. Ouais, il m'a oublié, ouais. Ça, c'est une dinguerie. Ouais. Merci, parce que souvent, c'est pas évident de trouver des dingueries. Mais toi, avec forcément le parcours que t'as eu, tu dois être blindé de dingueries ou d'anecdotes. Mais ah ouais, là, c'est quand même costaud. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais parce que soi-disant, il y avait eu un orage dans le club où je devais jouer. C'était à côté d'Angoulême. Le mec est pas venu me chercher. Ok. Mais moi, je t'ai payé en avance, donc comme toi, donc je pense. Donc et donc voilà. Donc maintenant, il y a des projets de production, album qui arrivent, album ou titre? Non, bah tu sais, à part l'album Gold, j'ai jamais été pro album, moi. Ok. Ah, c'est dur. Moi, non, mais même, j'ai toujours été très track. Ok. C'est-à-dire sortir des titres comme ça, sur plus des formats extended que des formats radio, quoi. Enfin, c'est quand je commence un titre, là, je le commence pas comme une version radio, je le commence tout de suite comme un extended, puis après je coupe si jamais il faut qu'il y ait une radio. Mais non, voilà, j'ai pas envie de me dire il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça. C'est dur à défendre un album aussi. Tu l'as vécu. Est-ce que c'est dur à défendre un album? Quand il sort, il faut que tu sois au top. Je sais que j'ai vu un jour une interview de DJ Snake qui disait que c'était hyper dur de sortir un album, puisque c'est difficile de choisir. Tu vois, pour sortir 17 titres, tu vas en faire 50. Il faut faire des choix. Et après, à défendre, si t'as pas, après, c'est sûr que sur certains choix, j'étais pas trop d'accord avec Sony à des moments. Mais non, je trouve pas que ce soit très dur. D'accord. Enfin, j'ai eu la chance d'être avec Sandy quand même aussi, qui est un producteur incroyable. Oui. Enfin, pour ceux qui savent pas, il a quand même fait Rihanna, tout ça. Oui, donc, les petits. Non, c'est. Ouais. Guetta aussi, on a fait. Et lui avait vraiment aussi cette vision-là sur la vision de l'album, tout ça. Mais non, c'est pas très dur. Par contre, ce qui est dur, c'est quand ça marche vraiment. Je te parle pas du petit truc qui buzz. Hein. Ouais. Quand tu te retrouves à être joué 17 fois sur Fun, 14 fois sur Énergie. Et dans le monde entier. En vrai. Et dans le monde entier. Ouais. Oui, mais le premier impact, c'est celui que t'as. Oui, bien sûr. Là où tu vis. Quoi. Bien sûr, bien sûr.
Enfin, quand je prenais la voiture, on allumait la radio, bam, 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 tout le temps, quoi. Ouais. Ça, c'est assez incroyable, quoi. Et après, le regard des gens, on dit tout le temps que, ouais, il a changé, regarde, il se la raconte. Mais c'est le regard des gens. Ouais, c'est les gens qui te connaissent pas, ça. Et après, c'est toi, comment tu te protèges par rapport à ça. Bien sûr. Et je sais que moi, ça, j'ai eu vraiment du mal. Ok. Vraiment. Mais ça va aussi avec, plus généralement, qui je suis et comment je suis construit, quoi. C'est-à-dire, moi, j'aime Saint-Étienne. Tu vois, on repart sur ces bases-là, quoi. C'est un club populaire. J'ai toujours été super accessible. Ouais. Je pense, peut-être une fois, j'ai dû me croire pour un autre et je suis vite revenu sur terre. Ouais. Mais c'était il y a très longtemps. L'éducation aussi, sûrement. Hein, ouais, l'éducation aussi, ouais. Et je sais que moi, ce succès-là a été compliqué. Ça a été compliqué, ok. À vivre. D'accord. Ouais. Donc, track par track, on attend ça avec impatience. Ouais, mais aujourd'hui, c'est la musique, c'est devenu un hobby pour moi. Ben, je pense qu'il n'y a pas de meilleures conditions pour le faire. Oui. Parce que tu t'amuses. Et pendant longtemps, ça a été mon métier. Ouais. Et pour beaucoup, c'est leur métier. Bien sûr, ouais. Bon, aujourd'hui, moi, je gère les studios et ça, c'est mon métier. Ok. Et quand j'ai du temps, je fais de la musique. C'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de pression. Non, puis d'avoir ce choix-là. Ouais. Et tu parles de pression. À chaque fois que les plus gros tubes que j'ai fait, je les ai fait sans pression. Voilà. Mais de toute façon, dès que j'avais la pression de la maison de disques et tout, qui est normal, c'est une pression normale, parce que tu deviens un business et faut qu'ils rentrent dans leur argent. Et bien tout sûr, ça, bien sûr. Pas de souci, mais dès que j'avais la pression, je vais donner 2 exemples. Le 400 Hz. Ouais. Donc, vieux titre. Ouais. I've got the music in me. On le fait avec Laurent comme ça. Limite de pour déconner. Ouais. Le premier, une dinguerie. Ouais. Le deuxième, ok. On a galéré. Parce qu'on était dans les codes du premier, tu vois. Au moment où je fais le Believe, j'ai pas de pression. Ouais, c'est le top. J'ai Gold qui cartonne, Live Dune qui cartonne, Reach for the Star qui cartonne, même un petit peu moins que le Gold et Live Dune, mais et je suis en studio et je fais Believe parce que je suis un fan de voix de disco, j'adore toutes les voix de black qui hurlent. Ouais. Et je veux absolument faire un remix de Ministère de la Funk parce que aussi derrière il y a un de mes maîtres qui est Eric Marmorio. Ouais. Tu vois? Ah ouais. On a le même, hein. C'est ce gars-là en partie changé ma vie quand même. Hein. Ok. Parce que c'est le premier qui a retourné le disque où il y avait Do the Funk et qui a joué le Gallup. Et qui faisait le truc, il te le faisait durer 20 minutes parce qu'il prenait 3 mêmes disques, 3 disques en même temps et il revenait sur les breaks du premier, des trucs, c'était incroyable. Je l'ai vu jouer, c'était incroyable. Et techniquement, il était très fort. Scéniquement aussi très fort parce qu'il vivait il vivait ses sets et il vivait la musique. Et à voir et à écouter, c'était très beau. En vrai de vrai. J'ai jamais eu la chance de le voir, hein, mais je l'ai vu à travers des vidéos, des choses comme ça. J'ai passé des heures et des jours à regarder ce qu'il faisait, à essayer de m'inspirer au maximum. Est-ce que vous faites tout en interne au niveau du label? La promo? Est-ce que non, vous faites... c'est une promo externe. Ok, donc vous avez une promo externe. Et est-ce que maintenant, si on vient signer chez toi, est-ce que tu vas le présenter toi aux maisons de disques ou est-ce que vous le sortez vous faites tout en interne? Vous faites tout en interne, en indé, quoi. Non, on passe par on est agrégateur de Believe et puis voilà. Quoi. Ok, très bien. Non, on le fait nous. Après, ça a énormément changé. Hein. Le système... Oui. L'économie, le business du disque a changé. Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est du streaming. Oui, et puis il faut c'est pas les ventes physiques. Non, faut viser. Même c'est pas les downloads. C'est pas là-dessus qui va gagner des sous. Je dis toujours que aujourd'hui, beaucoup visent les radios aussi, les médias. Alors, moi, je travaille aujourd'hui à la radio. Je peux pas te dire de pas viser les radios, mais pour moi, la cible, c'est les curateurs, c'est ceux qui font les grosses playlists Spotify. Ouais, c'est ça. C'est eux qui maîtrisent le game. C'est plus les radios. Les radios, elles suivent les plateformes. Elles suivent TikTok. Elles suivent les plateformes. Tu vois, donc, bien sûr, il faut essayer, si on arrive à la radio, c'est carrément cool et c'est le top et je le souhaite à tout le monde. Mais, la cible, c'est les curateurs. Tu passes sur les 2 plus grosses radios nationales. Oui, bien sûr. Ça change ta vie. Mais c'est tellement compliqué aujourd'hui. Oui, non. Tu vois, je le vis un peu au quotidien. Aujourd'hui, la porte, elle est entrouverte, de 5 cm et il y a 100 000 personnes derrière, tu vois, donc, c'est des marques qu'on pris les places. Oui. Et pour que toi t'arrives, c'est où t'arrives avec un ovni en termes de titres. Oui. Ou t'es une marque
Alors une marque, ça peut être que je sais pas, un gros des réseaux sociaux incroyables, et ça tu fais un disque. Ouais. Ou sinon le meilleur moyen pour moi, c'est d'arriver avec un ovni, quoi. Un truc musicalement, genre Fisher, un truc qui sort, tu vois, tu te dis waouh. On m'a toujours dit que un hit, c'est un hit. Oui, absolument. Point barre, tu vois, et que tu sois Pierre, Paul ou Jacques, si t'as un hit avec Avicii, tu vois, c'était pareil. Donc, on arrive à la fin de l'entretien, 50 minutes déjà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Antoine? Je pense que j'en ai fait plus que ce que je veux en faire. Une remontée de Saint-Etienne en Ligue 1 peut-être déjà, pour commencer? Ouais, quoi qu'on est pas mal, hein. J'aime bien le championnat de Ligue 2. C'est vrai? Ok. Bah, je préfère être en Ligue 2 et avoir des joies, oui. Tu vois. Même si cette année ça a été compliqué au début de saison, plutôt que d'être en Ligue 1 et se faire massacrer tout le temps, comme ce qu'on a vécu. Moi, je pense que c'est un grand club qui, comme tous les grands clubs, un jour a eu un problème. Je pense que, tu sais, moi je suis d'Alsace, c'est arrivé avec Strasbourg, tu vois, par exemple, le meilleur exemple c'est Strasbourg, et je pense que c'est reculer pour mieux sauter, et que ça reviendra, c'est obligé. Ouais, mais un peu comme le marché du disque, le foot a tellement changé. Oui. Que si tu remontes, si t'as pas les finances derrière. Absolument. Et puis tout, le cadre. Bien sûr. C'est eux, ils ont la chance d'avoir un stade incroyable avec des supporters incroyables. Ouais. Mais et je l'ai vu en allant sur les stades de Ligue 2, genre au Paris FC et tout ça, où t'as l'impression d'être à Saint-Etienne. Hein. Ouais. Ok. C'est assez incroyable. Donc qui remonte, oui, mais avec les moyens de pouvoir essayer de faire quelque chose. Je dis pas d'aller en Ligue des Champions, mais au moins de. Et pourquoi pas avec un nouvel hymne produit par Antoine Clamaran? Bah j'ai failli. Ok. J'ai été en discussion pendant un temps avec les clubs de supporters. Ok. Les Green Angels et les Magic Fans, et puis ça s'est pas fait. D'accord. Mais on sait jamais. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on pourrait te souhaiter ça pour l'avenir? Ouais, pour le fun, pour le kiff. Ouais. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Que ça continue, que ça se développe, que tu arrives à 50 studios. Non, parce que ça, je suis dans une période où je vais plus penser à m'en séparer que. D'accord. Ok. Que pérenniser le truc, mais que je continue à prendre du plaisir en faisant de la musique, ce qui est déjà vachement important. J'aimerais bien ressortir un mec venant de nulle part et qui cartonne et qui déboîte tout. Ok. Il y en a. Hein. Retrouver un petit génie. Il y en a. Comme j'en ai croisé par le passé. Être en bonne santé, ces choses-là. Ouais. Parfait. Et Tomorrowland Message. on sera invité, j'espère. non, mais franchement, ça c'est vraiment pas grave. Le Tomorrowland Message, c'est pas grave. Bah, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire ça. Ouais, non, ça serait rigolo. J'aimerais bien j'ai fait des très gros festivals. Mais celui-là a bien sûr, une telle image et une telle importance. Et pour moi, hein, je parle pas le fait que. Il y a un univers autour, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Merci à Jenny Preston qui nous a mis en relation. Ouais, merci Jenny, ouais. Et ben, je vous donne rendez-vous en septembre pour la saison 2 de DJ le podcast. Merci à tous. Merci Antoine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de DJ le podcast. J'espère que vous avez passé un moment inspirant ou tout simplement divertissant. Pour soutenir complètement le programme, je compte sur vous pour liker cet épisode ou tout simplement vous abonner au podcast. C'était Alex Dacosta et c'était DJ le podcast.